Je suis très heureuse de vous accueillir pour fêter l'arrivée de l'ouvrage. Je vais présenter Imed et Sihem, mais même si je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'être présentés, mais au cas où quelqu'un dans l'assistance ne les connaîtrait pas, sait-on jamais. Imed est sociologue, anthropologue. Il a été chercheur détaché à l'IRMC de 2013 à 2017. Il est bien entendu professeur à l'Institut supérieur des sciences humaines de Tunis. Il est également président de l'AISLF, donc l'Association internationale des sociologues de langue française. Et pendant son séjour à l'IRMC, donc de 2013 à 2017, il coordonnait un programme de recherche intitulé « Économie morale et légitimité politique au Maghreb, perspectives comparées sur les sentiments d'injustice et de bien commun ». Il a énormément publié, donc je ne vais pas rentrer dans toutes les publications, mais les premiers travaux de recherche ont porté sur la sainteté et le confrérisme, à partir de l'exemple de la Tijanie à Tunis. Donc il y a eu des déplacements d'objets, comme ça, de la religion vers la sociologie de la jeunesse, et sur la question des économies morales de l'injustice, dont il va nous parler ce soir. Alors, Sihem a accepté de discuter de l'ouvrage. Elle est également socio-anthropologue et professeure à l'Institut supérieur des sciences humaines de Tunis. C'est toujours un nom. Ah, pardon. Elle a également été détachée à l'IRMC. Ses travaux de recherche portent sur de nombreux sujets, comme l'éthique, les rapports de genre, également les pratiques de la jeunesse, les interactions quotidiennes. Et elle a également coordonné un programme de recherche à l'IRMC sur la communication virtuelle et les transformations des liens sociaux et des identités en Méditerranée, de 2009 à 2013, et a dirigé plusieurs ouvrages collectifs, dont on va dire un d'entre eux, Processus d'identification en Méditerranée, publié à l'Harmattan, mais aussi d'autres publiés à l'IRMC Cartala, sur notamment le cyberactivisme au Maghreb et dans le monde arabe. Voilà. Malouane, qui est là, a été chercheur détaché, postdoctorant à l'IRMC plus récemment, puisque c'était jusqu'en 2022, tout récemment. Et il a travaillé, il était sur un programme de recherche de l'AFD, plus précisément sur des questions de développement locaux et de mise en place de programmes de développement local par des ONG et du lien avec l'implication locale et la migration. Et il est désormais, peut-être que tu peux dire quel est le titre du poste que tu occupes actuellement, puisque c'est tout récent. Donc une nouvelle raison de se réjouir. Je suis Senior Policy Officer à l'ambassade des Pays-Bas en Tunisie. Voilà, félicitations. Responsable du dossier. Migration et sécurité. Migration et sécurité. Félicitations. Donc je vous laisse la parole maintenant et on aura une discussion par la suite avec l'auditoire. Dans l'ordre que vous voulez. C'est à vous qui choisissez, comme d'habitude. Alors, merci de m'avoir impliqué dans cette cérémonie pour la présentation de cet ouvrage qu'on a beaucoup attendu. Donc, je me réjouis d'être parmi vous, tous et toutes. Et là, je suis très bien entourée. Voilà, il y a les deux auteurs, il y a Imed qui a dirigé l'ouvrage, puis Malouane qui est l'un des auteurs. Et on publie un article dans ce volume. Voilà, si vous voulez, moi, quand Imed m'a demandé de discuter cet ouvrage, bien sûr, j'ai été très contente parce que
Je sais que cette thématique lui tient à cœur, c'est une thématique qui s'impose aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir les différents articles qui ont été rassemblés dans cet ouvrage. Alors, si vous voulez, moi je vais essayer d'articuler mon intervention et ma manière un peu de lire cet ouvrage extrêmement intéressant. Donc je vais articuler mon intervention autour de trois aspects essentiels. Je vais commencer par essayer de situer ce livre dans son contexte, donc dans son contexte général, et je vais mettre l'accent sur deux points qui me paraissent importants. Et puis je passerai à la présentation un peu, pas la présentation détaillée, mais disons la présentation du contenu de l'ouvrage en essayant de mettre l'accent sur un certain nombre de pistes de réflexion qui ont été creusées dans les différents articles. Et puis par la suite, je vais passer à un troisième aspect qui concerne quelques pistes ou quelques sujets de discussion, on va dire. Donc voilà, je vais commencer par le premier point qui concerne un peu la contextualisation. Donc pourquoi cet ouvrage est important aujourd'hui et dans quel contexte il est né. Alors pour commencer, je vais avancer une remarque présentée par la préfacière du livre, Katia Boisvin, qui considère que le livre... Oui, c'est bien aussi de rendre hommage au préfacier. Donc, Katia Boisvin considère que ce livre, dirigé par Ahmed Meliti, fait partie des livres très attendus. Et ce, pour diverses raisons, qu'elle résume de la manière suivante. Donc, je vais aller un peu vite, mais elle a très bien présenté un peu les raisons pour lesquelles cet ouvrage est très attendu. Tout d'abord car les terrains arpentés, les problématiques analysées, dit-elle, prennent naissance dans les rebonds de la pré-révolution tunisienne, de ses errements et de ses répercussions quant aux attentes qu'elle a fait naître dans la région. Ensuite, parce que, et ça intéresse, c'est beaucoup plus institutionnel, ensuite parce que, comme partout ailleurs, l'épidémie du Covid a provoqué un arrêt brutal des activités éditoriales de l'IRMC et qu'il est stimulant, selon elle, de voir aboutir les projets entamés il y a plusieurs années. Et puis, enfin, parce qu'il s'agit d'un livre dont la thématique a été bouleversée, amplifiée par les différentes crises qui ont déferlé donc depuis sa rédaction. Elle a mentionné un peu le Hirak en Algérie, les crises économiques, la crise sanitaire, etc. Alors, maintenant, je vais essayer de vous dire pourquoi ce livre, pour moi, est intéressant dans le contexte actuel de transformation sociopolitique, sanitaire, etc. Alors, je vais commencer par un premier point pour vous dire que, en fait, il s'agit d'un deuxième volume du programme de recherche dirigé par Ahmed Meliti. Donc, Katia Boisvin l'a dit tout à l'heure, ce livre est le fruit d'un travail de longue haleine mené dans le cadre du programme de recherche qu'Ahmed a coordonné à l'IRMC autour du thème économie morale et légitimité politique au Maghreb, perspective comparée sur les sentiments d'injustice et le bien commun. Alors, ce programme de recherche qui a été mené au sein de l'IRMC a bénéficié également de l'appui et du soutien du Centre de recherche sur le développement international, le CRDI du Canada, dans le cadre également du projet CHAN, dirigé par l'Observatoire national de la jeunesse. Coordonné par toi. Et donc, non, c'est pour dire quand même l'importance de ce projet qui a quand même qui a attiré l'attention de pas mal d'acteurs et d'intervenants. Donc le premier ouvrage, le premier volume, on va dire, qui a été publié et issu donc, de ce programme de recherche, est intitulé « Quand les jeunes parlent d'injustice », ça c'est le titre principal, et le sous-titre est le suivant, donc « Expérience » au pluriel, registre et mots en Tunisie.
publié en 2018. Alors, ce premier volume a été basé sur une enquête, une grande enquête, une enquête nationale, une enquête qualitative extrêmement intéressante qui a touché pas mal de régions en Tunisie, donc qui a touché pratiquement tout le territoire tunisien. Donc ce premier volume nous a donné un éclairage sur les sentiments d'injustice. Il nous a donc montré également à quel point les jeunes Tunisiens sont des acteurs clés des transformations sociétales dans un contexte post-révolutionnaire et des partenaires incontournables dans la mise en œuvre du processus de négociation des légitimités sociopolitiques et des principes qui régissent le lien social. Ainsi, donc en prenant appui sur des expériences individuelles et collectives, des événements concrets, des récits d'injustice, des adages, des périphrases, exprimés dans un lexique indigène, ce livre nous a proposé une description fine et une analyse en profondeur de la construction sociale de la frontière entre le juste et l'injuste, entre une inégalité moralement acceptable et une inégalité moralement inacceptable. Donc les rapports entre justice et égalité. Quant au deuxième volume, celui-ci, que nous sommes en train de présenter aujourd'hui, il introduit une dimension à la fois comparative et transdisciplinaire. Donc, à mon sens, cet aspect un peu cumulatif et comparatif me paraît extrêmement important, et ça, c'est un contexte, si vous voulez, un peu scientifique, on va dire intellectuel, qui a permis donc de lancer ce programme de recherche. Maintenant, je passe à un niveau, on va dire, plutôt macro, qui concerne le contexte sociopolitique, culturel, etc. Donc, moi je trouve que la force de cet ouvrage, c'est qu'il a permis de focaliser l'attention sur un thème d'actualité qui apporte un éclairage important sur l'injustice dans un contexte régional mouvementé. Je vais essayer de mettre l'accent sur un certain nombre d'aspects qui nous permettent un peu comment cet ouvrage nous permet de découvrir plusieurs pistes de recherche et de réflexion. D'abord, donc, il permet de questionner et de penser le contrat social. Ahmed, dans cet ouvrage, parle du pacte national, donc il nous permet de penser le contrat social en métamorphose dans la région en général et dans la Tunisie post-révolutionnaire en particulier. Il vient pointer donc un moment historique de transformation sociopolitique marqué par une effervescence sociale où les citoyens aspirent à une démocratie fondée sur les principes de la justice et où un grand débat de société a été engagé autour des fondements d'une société bien ordonnée. Il faut dire que quand Ahmed a entamé son programme de recherche, il n'y avait pas pratiquement de travaux sur la question, à l'exception du travail de Mohamed Nechi, qui date, mais dont on n'a jamais parlé pratiquement, ou presque. Les travaux de Mohamed Nechi étaient très peu connus, et ce n'est qu'après la Révolution qu'on a commencé à découvrir un tout petit peu les réflexions de Mohamed Nechi dans une perspective pragmatiste. Donc voilà, mais sinon, il n'y avait pas de travaux sur les économies morales, sur les problèmes d'injustice, etc. Et il faut dire qu'il est difficile d'aborder une problématique millénaire, telle que la justice, sans que les fondements du vivre ensemble, et la notion de vivre ensemble, là aussi, elle apparaît dans pas mal de travaux de cet ouvrage. Le vivre ensemble, c'est-à-dire le rapport aux politiques, les liens entre groupes sociaux, les valeurs justifiant la distribution et la redistribution de la richesse, et donnant à la reproduction sociale sa cohérence et sa légitimité. Donc il est difficile que cette problématique ne soit pas donc interrogée.
Une telle ambition prend appui sur le grand changement de 2011. Là, je parle du contexte tunisien, mais on va voir comment, dans cet ouvrage, il y a aussi cette vision comparative, parce que l'ouvrage s'intéresse également au contexte marocain, algérien et français, outre le contexte tunisien. Mais la réflexion autour de ce programme de recherche a été lancée à partir de la Tunisie, et surtout en tenant compte de la spécificité de ce tournant historique qui est le tournant de 2011. En effet, jamais des aspirations n'ont atteint une expression aussi pléthorique, tant ils sont rares les moments historiques où l'on aspire à tout changer. Donc c'était vraiment un tournant quand même extrêmement important et qui a suscité beaucoup de débats. Alors, tout dans le contexte actuel impose la justice comme centre d'intérêt. Dès lors, un nouveau paysage et une nouvelle donne ont vu le jour, une nouvelle constitution, un nouveau cadre juridique et un accès inédit à la parole libre tracent les lignes d'une nouvelle carte qui est désormais à la portée des différents acteurs, que ce soit politiques, académiques ou actifs dans le champ social. Le niveau politique, juridique, économique, social, voire religieux, ont comme dénominateur commun la justice déclinée comme droit à la richesse, à l'expression, à l'emploi, à la prise de décision, etc. Alors, l'intérêt d'une telle réflexion, donc sur les économies morales, sur les problèmes d'injustice, sur la discussion du juste, de l'injuste, etc., tient au fait qu'elle a été développée dans un contexte de mutation sociopolitique et de transition démocratique improbable, où la société, qui naguère affichait les signes de l'homogénéité et de l'unité, dévoile subitement ses contradictions, sa diversité, voire sa division. Et d'ailleurs, dans le sillage de l'analyse développée par Honnête, cette notion d'invisibilité est placée au cœur des différentes réflexions dans cet ouvrage. Donc l'un des objectifs de l'ouvrage, bon, je le dis à ma manière, on va voir comment le directeur de ce volume a présenté les objectifs du programme de recherche en général et de ce travail en particulier. L'un des objectifs, c'est justement de dévoiler ces invisibilités, d'essayer un peu de réfléchir sur des expériences d'un certain nombre d'acteurs qui sont considérés comme étant invisibles, qui sont invisibilisés. Voilà, donc... alors, maintenant, je vais passer au deuxième aspect qui concerne le contenu de cet ouvrage. Donc, je vais essayer de mettre l'accent sur les principales idées développées par les auteurs. À mon sens, la recherche de ce livre tient au fait qu'il permet de rendre compte de ce que Aurélien Allard et Florian Kova appellent l'extension du concept de justice, et ce, à plus d'un titre. D'abord parce que les différents articles ont présenté des expériences différentielles en matière d'injustice, dans des contextes différents, comme je viens de le dire tout à l'heure, dans le contexte français, tunisien, marocain et algérien. En effet, basés sur des recherches et des enquêtes de terrain, les différents textes qui donnent à ce volume toute sa substance nous présentent des expériences d'injustice aussi diverses que, donc je vais essayer de les énumérer. D'abord, la place des sentiments d'injustice dans des engagements politiques extrêmes, revendiquant la violence, ceux de certaines fractions de l'extrême gauche française. C'est le travail de Caroline Guibé-Lafaille, avec l'hypothèse qu'un sentiment d'injustice profond accompagne les formes de radicalisation politique. Donc ça, c'est un article extrêmement important qui permet un peu de réfléchir sur les injustices qui sont liées à des formes d'exclusion, notamment politique. D'autres expériences, non moins importantes, concernent sont celles des victimes de la violence politique au Maroc et en Tunisie, dont les sentiments d'injustice ont été appréhendés respectivement
à travers le processus de justice transitionnelle engagé par la monarchie marocaine au sortir des années de plan, et les travaux de l'instance pour l'équité et la réconciliation, et c'est le travail qui a été mené par Zakaria Hani, c'est ça Rani, c'est bizarre quand l'orthographe de son nom est un peu compliqué. Rani. Et l'affaire dite donc de Barek Sehal, après la constitution de l'association INSAF, réclamant réparation et réhabilitation officielle d'un groupe d'officiers accusés de tentative de coup d'État sous le régime de Ben Ali. Et c'est le travail de Nader Ben Ammar. Donc ce sont deux travaux qui concernent donc le contexte marocain et tunisien. Et puis il y a aussi d'autres expériences extrêmement intéressantes qui concernent les jeunes tunisiens et algériens, et les sentiments d'injustice analysés sous l'angle du rapport à l'État-providence. Donc là aussi, c'est une autre piste extrêmement intéressante. Donc, mais analysés également sous l'angle des territoires de la justice, analysé par Manuel, et de la critique ordinaire de la justice, développée par Ahmed. Je vais revenir un peu à cet aspect dans la discussion, et puis des actions collectives, émeutes, sit-in, Melionéa, etc. Donc c'est le travail donc, de Ratiba Hajmouz. Donc ça, pour ce qui est de la présentation des expériences différentielles. Il y a un autre aspect qui me paraît important dans cet ouvrage, c'est la transdisciplinarité, on va dire. C'est pas l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité. Et ça, à mon avis, est un trait qui constitue donc l'originalité de cette entreprise. Et ce, à double titre. D'abord, donc cette réflexion transdisciplinaire a permis de revisiter un champ d'études à l'intersection de plusieurs disciplines et dont les classiques remontent à l'Antiquité. Il suffit de citer Platon, Aristote, Thomas d'Aquin et j'en passe, mais aussi Montesquieu, Tocqueville, Rousseau, pour se rendre compte donc, de l'étendue d'une problématique ayant suscité les passions des philosophes, des économistes, des politologues et des sociologues. Ce livre a donc le mérite de donner la voix dans cet ouvrage aux sociologues, anthropologues, urbanistes, géographes, psychologues, philosophes et chercheurs en sciences politiques, donc pour questionner les économies morales de l'injustice. Cet ouvrage a permis également de réfléchir sur des concepts complexes et problématiques. Je vais évoquer quelques-uns, mais les auteurs sont ici et sont beaucoup mieux placés que moi pour définir quelques concepts clés. Par exemple, le concept d'injustice, de justice transitionnelle, de justice émotionnelle. Là, en face de moi, il y a une psychologue. Justice distributive, action collective, inégalité, économie morale, violence illégale, reconnaissance, etc. Donc il y a plusieurs concepts qui ont été analysés dans les différents articles et sous des angles très divers et avec des apports de chaque discipline. Il y a un autre aspect que je dois pointer également, c'est la diversité des acteurs qui ont été analysés, approchés aussi par les enquêtes. Ces acteurs sont très différents, à vrai dire. Il y a les acteurs d'extrême gauche en France, d'anciennes victimes de la violence politique au Maroc, les victimes de l'affaire Barek Sehal en Tunisie, des jeunes Tunisiens, de manière générale, des chômeurs, des étudiants, des employés, etc. Des jeunes des marches frontalières tunisiennes, des jeunes kabyles, les membres de la section saharienne de la Coordination nationale de défense des droits des chômeurs, de la Wilaya de Ouargla, en Algérie, des émeutiers algériens, des avocats et des kills
tunisien en contexte colonial. Donc il y a plusieurs acteurs et chaque catégorie d'acteurs développe un langage d'injustice très particulier. Et puis, un autre aspect important, là, cette fois-ci sur le plan théorique, c'est la diversité des approches. Compte tenu de la complexité des questions relatives au sentiment d'injustice, les auteurs ont adopté des orientations théoriques différentes ayant servi donc, de grille d'analyse et d'interprétation des diverses dimensions des sentiments d'injustice et des différents contextes étudiés. Il s'agit de la théorie des économies morales de Thompson, adoptée par Sleiman Dalaji dans son étude des mobilisations algériennes du printemps arabe, de l'approche de François Dubé sur l'économie morale des inégalités, utilisée par Mohamed Hadibi, tu me corriges, pour l'étude des jeunes kabyles et la définition situationnelle de la justice, du juste et de l'injuste. Il s'agit également de l'approche pragmatiste adoptée par Ahmed Louit pour l'analyse des formes de critique ordinaires chez les jeunes tunisiens. Quant à Caroline Guébé-Lafaille, elle s'est basée sur une approche cognitiviste, elle est philosophe, de la violence politique, s'inscrivant dans la théorie du cadrage et abordant le plan micro-analytique des motivations et des mobiles revendiqués par les acteurs en vue de cerner, dit-elle, les sentiments d'injustice s'exprimant dans les gauches radicales en France. J'arrive au dernier point qui concerne donc, on va dire les principales idées développées dans cet ouvrage et qui concerne les objectifs du programme de recherche de manière générale. Donc, ces objectifs, ayant orienté la réflexion collective sur les économies morales, sont, à mon avis, extrêmement importants et très pertinents. En fait, les deux objectifs majeurs tels que formulés par le directeur de l'ouvrage sont les suivants. Le premier consiste à analyser le rapport entre légitimité politique et modèle de justice sociale, avec comme a priori l'idée d'une corrélation forte entre, je cite, entre l'érosion des formes de légitimation de l'État et des institutions et la crise de ces modèles. Le deuxième se donne pour ambition de saisir les formes de concomitance possibles entre sentiment d'injustice et mobilisation collective. Donc voilà, Ahmed va certainement revenir sur ces objectifs. Moi, je trouve que ce sont quand même des objectifs qui ont permis d'orienter un petit peu la réflexion autour de cette question d'économie morale de la justice. Maintenant, je passe au dernier aspect qui concerne les sujets ou les pistes de discussion. Alors, bon, je vais essayer de poser peut-être quelques questions, mais en même temps de faire quelques remarques concernant les différents articles présentés dans cet ouvrage. Je vais commencer par un premier point qui me paraît quand même important et qui a été mis en exergue à partir de l'introduction, qui concerne les modèles de justice sociale. Donc c'est une notion qui revient. Ma question est la suivante. Les réflexions engagées dans ce livre ont-elles permis de cerner ou de dessiner des modèles différents de justice sociale? Parce que bon, ça a été annoncé au départ, bien évidemment des modèles différents selon le contexte historique, culturel, géographique, politique, etc. Parce que quand même, la comparaison peut se faire soit entre des approches différentes, entre des aires géographiques différentes, des contextes historiques différents, etc. Donc, est-ce que cet ouvrage, finalement, nous permet de saisir de manière concrète ces différents modèles de justice sociale? D'ailleurs, à la page 18, Ahmed Louit définit ce qu'il entend par modèle de justice sociale en se référant à un certain nombre d'auteurs et en tenant compte de la spécificité des terrains étudiés. Il y a une autre notion qui me paraît extrêmement importante et qui constitue une piste de recherche très pertinente et d'actualité.
qui est celle de tension morale. C'est une notion extrêmement importante. Et ma question est la suivante. Quelles sont les manifestations des tensions morales et d'un côté, et la tension entre les différents registres d'évaluation de l'autre côté? Donc la logique un peu des acteurs. Une troisième notion concerne le rapport à l'État. Dans tous les articles, les auteurs ont abordé cette question du rapport à l'État-providence, la distance par rapport à l'État, la critique de l'État, etc. Dans le travail de Manuel Tal, il y a vraiment des pistes extrêmement intéressantes. Moi, j'aimerais bien aussi avoir quelques clarifications concernant la différence intergénérationnelle et territoriale, etc., parce qu'il y a aussi une comparaison extrêmement intéressante dans l'article qui a touché 3 régions tunisiennes. La légitimité de l'État, selon des contextes différents, comment finalement elle se manifeste à travers ces différents articles rassemblés dans ce domaine. Parce que bon, dans l'article qui concerne le contexte français, la question du rapport à l'État a été appréhendée d'une manière différente par rapport à ce qui a été développé concernant le contexte maghrébin, qu'il s'agisse de la Tunisie, de l'Algérie ou du Maroc. Et puis, une autre notion est celle du bien commun, employé tantôt au singulier, tantôt au pluriel. Mais ce que je trouve intéressant, c'est cette idée que tu as développée, Aymen, concernant le bien commun par le bas, mais surtout cette idée du bien commun par le bas et le risque d'émeutes et de violence. Donc là aussi, peut-être qu'il s'agit d'une piste qui nous permet un peu de réfléchir autrement les problèmes de violence, de manifestation, de mobilisation, etc. Dans l'article développé par Zekaria Rani, il y a aussi une idée qui est articulée autour du rapport entre justice transitionnelle et justice sociale. Là aussi, je ne sais pas comment un peu définir un peu ce rapport ou ce passage de la justice sociale à la justice transitionnelle. Ce qui a aussi attiré mon attention dans quelques articles, peut-être 2 articles, concerne le travail de mémoire dans le processus de justice transitionnelle. D'ailleurs, dans l'article de Nedeb Ben Ammar, il y a un regard critique par rapport à la mémoire. Et voilà, donc là aussi, moi, je trouve que cette question du travail de mémoire est pertinente. Voilà. Et puis, il y a une autre notion développée notamment à partir de l'enquête que tu as menée, concerne la notion de critique ordinaire. La notion de critique ordinaire qui rejoint la réflexion d'ailleurs de Mohamed, qui montre que l'enjeu est de saisir le sens de la justice en acte, c'est-à-dire tel qu'il se construit dans le monde vécu. Donc là, ça rejoint, et d'ailleurs tu montres, tu précises que ton travail est basé sur l'approche pragmatiste. Donc là aussi, c'est une approche qui a été également développée par Mohamed Nish. Pour essayer un peu de trouver des points de jonction entre les différents travaux, moi, je pense qu'il y a quelques notions
qui renvoient à la même réalité sociale, mais qui ont été appréhendées en utilisant des notions propres à des disciplines différentes. C'est la notion, par exemple, de géographie du mépris, pas dans ton travail, ce qui rejoint, à mon sens, l'analyse de Manuel Tal concernant les territoires de l'injustice. Est-ce qu'il s'agit de la même chose ou est-ce que, est-ce qu'il s'agit, est-ce qu'il s'agit, on va dire, de notions propres à des disciplines différentes, la sociologie et la géographie, ou est-ce que, je sais pas, est-ce que il s'agit de notions qui permettent de rendre compte de réalités sociales différentes. Elle rejoint également les analyses de Latif Haj Moussa sur la marginalité idéologique et politique de certaines régions, et là, elle parle de régions dans l'injustice. Donc là aussi, bon, je sais pas, peut-être qu'il y a des pistes qui permettent un peu de faire des comparaisons à la fois entre disciplines et entre des contextes différents. Alors, avant d'arriver à cette idée, peut-être n'y a-t-il pas des points également de recoupement entre la décentralisation, analysée par Manuel Tal, et ce que Latif Haj Moussa appelle la périphérisation, qui renvoie aux politiques territoriales de l'État. Là aussi, c'est par rapport à l'État et aux différents acteurs qui sont impliqués dans ce processus. Et puis, je vais terminer sur deux points. Le premier est peut-être pas une critique, mais juste un petit reproche, on va dire, c'est la quasi-absence de l'approche genre. Malgré tout, il y a, les différents articles ont été basés sur des travaux du terrain. Les auteurs ont interviewé des hommes et des femmes. Seul Mohamed Akli Hadibi a fait, on a fait allusion. Mais pour tout le reste, avec un sous-titre très parlant en plus, je crois que c'est sur exactement, c'est le seul, de l'invisibilité des femmes. Des femmes, exactement. Mais sinon, les femmes restent invisibles dans une analyse sur l'injustice et sur l'économie. Alors le sous-titre, c'est les filles, une injustice qui ne se dit pas. Ouais, voilà, exactement. Moi, je me rappelle plus du sous-titre. C'est injuste. Moi, j'ai le recevoir, c'est pour ça. Alors, sinon, pour terminer, dans un article publié en 2017 par Olivier Guélan, sous le titre « Les jeunes face aux injustices et aux discriminations », l'auteur montre que les jeunes ressentent plus que les adultes les injustices et les discriminations vécues personnellement. Il dit que les jeunes ressentent plus que les adultes les injustices et les discriminations vécues personnellement. En revanche, ils sont moins sensibles à l'injustice sociale dans l'ensemble de la société. En revanche, ils sont moins sensibles à l'injustice sociale dans l'ensemble de la société. Est-ce le cas en Tunisie ou en Malaisie? À partir de l'enquête que tu as donnée. Voilà, sinon, je dois te dire tout le plaisir que j'ai eu à lire les différents textes. Malheureusement, j'étais un peu dans la précipitation parce que il y a peut-être 4 ou 5 jours. C'est vrai. Je lui ai envoyé le texte. On attendait la sortie du livre finalement, elle m'a demandé le PDF. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu découvrir des concepts qui nous interpellent, qui aussi nous permettent de renouveler un petit peu le regard par rapport à ce qui se passe sous nos yeux. Voilà, donc merci pour ce plaisir. Merci à toi, merci pour cette présentation très très exhaustive. Enfin, j'ai pas grand chose à dire. Je voulais présenter un peu les objectifs du programme, tout ça, mais tu as tout dit, c'est ce qui est super, vraiment bravo et merci pour cette lecture attentive vraiment de l'ouvrage.
très intéressant. C'est rare que... Parce qu'il est intéressant aussi, parce qu'il est intéressant. Merci beaucoup. Alors, si tu permets, Manuel, je prends la parole juste pour réagir un peu et après je te donne la parole. Comme ça. Bien sûr. Peut-être ce qu'on a oublié de dire, c'est que ton actualité éditoriale est plus riche encore que cet ouvrage. Je vois que l'un comme l'autre, vous avez le deuxième Ouais, ouvrage. et j'ai parlé du premier volume, mais là c'est voilà, une trilogie maintenant, voilà. sur la justice. Voilà, vulnérable, portrait sociologique. Et Adrien qui a participé à l'ouvrage aussi. Alors, je vais, comment dire, réagir, enfin, vu ta présentation, je crois que je n'aurai pas réellement grand-chose à dire, à ajouter. C'est pas un reproche, tu as tout dit pratiquement sur le livre, un peu sur les objectifs du programme au départ, sur la manière dont ce programme a été décliné d'une certaine façon, qu'il ait donné lieu d'abord à un ouvrage qui rend compte des résultats de l'enquête financée par le CRDI et qui a donné lieu à cet ouvrage co-dirigé avec Hayat Moussa intitulé « Quand les jeunes parlent d'injustice ». Et puis, de ce deuxième volume, tu as un peu repris l'essentiel, je dirais, des textes et des thèmes qui sont abordés par les textes regroupés dans ce volume. Alors, je vais réagir un peu à tes questions et à tes interpellations. Alors, la première concerne ce que tu as appelé les modèles de justice sociale. Moi, je donne une définition un peu de ce que j'entends par modèle de justice sociale dans l'introduction de l'ouvrage, et je précise qu'il s'agit, comment dire, de la réponse que donne un État, une société, sur la longue durée, ce que j'appelle les frustrations sociales. C'est-à-dire, chaque société construit au fil du temps une réponse laborieuse qui met du temps à se mettre en place, d'accord, et qui est censée répondre à la question des frustrations et à la question de la distribution des richesses dans une société. Alors, comment ceci se décline, je dirais, dans les articles, on le voit très bien dans les terrains tunisiens et dans les terrains algériens, par exemple. On voit à quel point, dans l'article, soit de Latiba, soit l'article de Hadid, soit l'article surtout de Skandaraj sur les émeutiers algériens, on voit à quel point la représentation, je dirais, d'un État-providence, d'un État entier aussi, hein, qui est là juste pour redistribuer la richesse nationale, est très très présente. Et les reproches des deux métiers tournent essentiellement autour, je dirais, de cette défaillance, de cette déficience de l'État aujourd'hui, à s'inscrire dans ce qu'il a été, je dirais, dans ce qu'il est censé représenter dans l'esprit des jeunes. Je crois que pour la Tunisie aussi, le souvenir de l'État-providence et de l'État qui a été construit après l'indépendance reste très très fort et détermine encore les attentes des Tunisiens dans une large mesure. On voit très bien ça, on voit très bien que les Tunisiens n'ont pas intégré ce qu'on pourrait appeler les passes, les plans d'ajustement, la libéralisation de l'économie, etc. Et qu'ils sont toujours dans des attentes normatives qui rappellent l'état des années 60-70, avec des services sanitaires gratuits, avec l'accès à la santé, au transport presque de manière gratuite, un tas, je dirais, de privilèges qui ne sont plus aujourd'hui possibles, pour une raison ou une autre, pour des raisons essentiellement politiques, mais les gens continuent, je dirais, à s'accrocher à ce modèle et considèrent que c'est le seul modèle légitime. C'est ça le plus important. Alors, ça pour la première question. La deuxième question qui concerne les tensions morales, je crois que pour répondre à cette question des tensions morales, il faut revenir un peu à ce qu'on appelle la théorie de la justice distributive. C'est-à-dire la justice, ou les représentations de la justice, sont fondées très souvent sur des principes, même si ces principes ne sont pas appréhendés, je dirais, de manière abstraite dans l'esprit des gens. Ils sont abordés, ils sont appropriés de manière intuitive, à travers parfois même, je dirais, des catégories vernaculaires, à travers des expressions toutes faites, à travers une forme de sagesse populaire, etc. Mais de toute manière, tout cet ensemble est régi par des principes. Or, il arrive que ces principes entrent en conflit. Par exemple, quand on retient le principe de l'équité comme principe de justice essentiel, chacun a pour ce qu'il mérite, entre guillemets, d'accord, ce principe peut être en contradiction avec le principe de besoin. Parce que celui qui n'est pas méritant, entre guillemets, d'accord, a quand même des besoins et la société est censée répondre à ces besoins élémentaires. Et on voit très bien que dans certaines situations, par exemple dans le texte que j'ai écrit sur la critique ordinaire, lorsque les jeunes Tunisiens critiquent ce que j'appelle la démesure,
Le fait que certains gagnent des millions de dinars et d'autres n'arrivent pas à avoir le pain de leur, voilà, de quoi se nourrir la journée, on voit ici comment, en fin de compte, là, les gens finalement finissent par arbitrer entre les principes. Là, c'est le principe de besoin qui va l'emporter, d'accord, et le mérite et passe au second plan. Mais de manière générale, sans arriver à ces situations extrêmes, le plus dur, si j'ose dire, pour un acteur qui veut statuer sur la justice ou sur le caractère juste d'une situation, c'est de tenir ensemble ces principes, hein, qui ne sont pas toujours, je dirais, articulables, qui ne sont pas toujours à la possible, qu'on ne peut pas toujours mettre ensemble voilà, et conjuguer dans la même situation. Voilà, alors c'est ça essentiellement, je crois, la question de la tension morale. Ces tensions sont dues essentiellement au fait qu'on ne peut pas qualifier une situation de juste ou d'injuste à partir d'un seul angle. Il y a plusieurs manières d'aborder exactement le caractère juste d'une situation et ces angles-là peuvent ne pas coïncider, peuvent ne pas converger. Alors, la troisième question qui est posée, à laquelle j'ai une quasi-réponse, parce que d'autres questions, je n'ai pas de réponse du tout, hein, c'est la question du rapport à l'État. Alors, le rapport à l'État est très important, je crois, dans l'ouvrage de manière générale. Il est important, pourquoi? Parce que, enfin, par exemple, pour le cas au moins de la Tunisie et des pays maghrébins, en partie, enfin en grande partie, l'État, il est le premier employeur, entre guillemets. Il reste quand même un employeur important. Il est le premier certificateur. C'est lui qui donne des certificats. Et quand il donne, par exemple, des diplômes, si j'ose dire, qui n'ont plus de valeur marchande, on a le droit de se poser la question, d'accord? Mais indépendamment de tout cela, je crois que le plus important, c'est que l'État est censé être le garant exactement de ce qu'on appelle le bien commun, de ce qui est appelé dans le texte le bien commun. C'est lui qui est censé garantir, je dirais, exactement le fait qu'on arrive à arbitrer entre des intérêts divergents, entre des groupes qui n'ont pas les mêmes intérêts, etc. Et cette définition du bien commun, qui revient à l'État, d'accord, n'est pas une chose évidente, d'accord, et on voit très bien comment, en fin de compte, dans certains cas en particulier, lorsque l'État échoue, je dirais, à jouer ce rôle d'arbitre dans la définition du bien commun, on voit émerger des formes de protestation et de demande très souvent, comment dire, qui remettent en question le pacte national, le contrat politique dans sa totalité. Les gens qui demandent par exemple un droit de préemption sur les richesses locales, sur l'eau, sur le pétrole dans le Sud, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, l'État n'est pas garant, je dirais, voilà, de ce bien général de tout le monde, ce qui fait, nous nous accrochons à notre bien. Il n'y a pas de raison qu'on nous prenne notre bien précieux, parce qu'on n'a pas en retour, je dirais, ce qui doit exactement, je dirais, correspondre à cette gestion équitable, si je veux dire, du bien commun. Et ça pose la question exactement, comme tu l'as dit, de cette question de la construction du bien commun. Moi je pense, et je le dis un peu dans l'introduction, qu'il est difficile de construire le bien commun par le bas. C'est-à-dire, si on attend à ce que les gens s'entendent entre eux pour définir ce qui serait, je dirais, un pacte national équitable, on n'arrivera jamais. Chacun s'accrochera à ses richesses, à ses avantages, etc. On voit très bien, de toute façon, la décennie, je crois, de la Révolution nous a montré, par exemple, à quel point le corporatisme peut ronger, je dirais, toute forme de politique publique, etc. À quel point les conflits peuvent être terribles autour d'enjeux, parfois qui nous semblent dérisoires, mais qui, en vérité, sont très très importants dans la définition exactement de ce qui devrait être considéré comme un bien commun. Et je crois que cette tentative, je dirais, d'instaurer un bien commun par le bas, à mon sens, conduit exactement à l'émeute, à la violence, etc., et au déchirement au moins de la nation et au délitement du pacte national comme étant quelque chose à laquelle on s'accroche tous, d'une certaine manière. Alors, je ne pourrais pas répondre à la question sur la justice sociale, justice transitionnelle, parce qu'il dit un peu le texte, moi aussi, hein, ça fait longtemps que je travaille dessus, je ne me rappelle plus de ce qu'a écrit Zakaria Ali sur la chose. Alors, je dirais peut-être un mot, et même la dernière question, je ne sais pas si j'ai une réponse à ta dernière question, qui est très intéressante. Hein. Et je crois que la théorie de la justice
une autre manière d'aborder la question que tu poses. Alors, mais je reviens à l'avant-dernière question, avant que Malouane aussi nous réponde à son tour, sur cette différence possible entre géographie du mépris et territoire de la justice. Je crois que ce que Malouane, il pourra me contredire si j'ai mal compris son texte, les territoires de la justice renvoient quand même à un résidu physique, je dirais, à un résidu territorial. Ce que j'entends, moi, par la géographie du mépris, c'est une représentation de la société, enfin du pays, d'accord, dans laquelle les gens qui appartiennent à telle région, etc. Dans la géographie du mépris, on est dans de l'ordre du représentationnel, de l'imaginaire, du symbolique, etc. Voilà. Dans les territoires de la justice, on est dans la démarche du géographe, qui est beaucoup plus, je dirais, centrée sur le territoire, ses ressources, et sur la capacité qu'on peut avoir exactement, enfin, la capacité d'accéder à ces ressources de manière prioritaire par rapport à d'autres, au moins de manière équitable par rapport à d'autres. Alors, sur la question des jeunes, est-ce qu'ils ressentent plus que les adultes les injustices, moins je ne sais pas. Alors, je donnerai une réponse en deux temps. Je crois que on peut imaginer, enfin, c'est une supposition, hein, que les adultes finissent par être beaucoup plus fatalistes, quelque part. Enfin, c'est-à-dire leur expérience répétée de l'injustice fait qu'ils intègrent énormément d'inégalités et d'injustice et qu'ils considèrent ça comme un fait, comme quelque chose qui relève de l'ordre du monde, de l'ordre des choses, d'une certaine manière. C'est vrai qu'on retrouve, je dirais, chez les jeunes, beaucoup plus, je dirais, de frustration par rapport aux injustices qui sont liées à des formes de non-reconnaissance. Lorsqu'ils sont méprisés, lorsqu'ils sont, par exemple, les apprentis, lorsqu'ils sont maltraités par leur patron, etc. Lorsque c'est dans leur chair, on voit très bien que, voilà, ils n'ont pas encore la carapace, si j'ose dire, hein, leur cuir n'est pas encore dur pour supporter les formes d'injustice que d'autres, voilà, avec l'habitude, ont fini par accepter, par supporter. Alors, qu'est-ce que la théorie de la justice apporte par rapport à ça? Il y a deux, je crois, enfin, il y a deux notions qui ont été mises en place par les théoriciens, et Guy Bellafay en parle pas mal dans un autre ouvrage, d'accord, qu'elle a publié sur la question. Elle distingue ce qu'elle appelle micro et macro-justice. La macro-justice, c'est la représentation de la justice par rapport à un pays, par rapport à une société dans l'ensemble. Quand on vous pose la question, est-ce que vous croyez que votre société est juste, etc. Comment vous voyez la justice dans votre société, etc. Et les gens, par rapport à ça, vont décliner, je dirais, des réponses, vont avoir des... Mais dans ce cas-là, les gens répondent, répondent, je dirais, sur un plan abstrait. Ils ne se rapportent pas à des choses qu'ils connaissent de près. C'est-à-dire, soit leur injustice personnelle, soit, ou la justice dont ils étaient victimes eux-mêmes, ni la justice dont ils ont vu des proches victimes autour d'eux. D'accord? Et je crois que généralement, on sait très bien que les gens sont beaucoup plus sensibles généralement à ce qu'on appelle la micro-justice. C'est-à-dire lorsqu'exactement, ils sont témoins directement à des situations d'injustice ou lorsqu'ils vivent dans leur chair des situations d'injustice. Alors, après, est-ce que les jeunes sont plus sensibles à l'une ou à l'autre forme? Je ne sais pas, sincèrement. Je n'ai pas le sentiment que les terrains, enfin, au moins que l'enquête que j'ai faite, apporte des éléments de réponse à cette question. Marouane, tu veux te lancer? Oui. Je ne vais pas écrire sur le livre, mais... Ok. Je vais écrire. Ça y est, c'est fait. J'arrive plus à voir. Alors, je commence par remercier Ahmed de m'avoir intégré à cet ouvrage, parce que j'étais un peu orphelin. Je co-dirigeais un programme de recherche sur la gouvernance locale et la migration dans les territoires frontaliers de la Tunisie, et donc en tant que géographe traiter des aspects sociaux des jeunes et de causes profondes de la migration. C'était quelque chose qui me valait d'être étiqueté comme outsider. Et là, c'est pour répondre à ta remarque sur la transdisciplinarité. J'ai toujours des difficultés avec ce mot. En fait, c'est un trait de caractère de Ahmed qui s'est projeté sur cet ouvrage. C'est pas une compilation. C'est-à-dire, le gars, il est ouvert par rapport aux autres sciences, aux autres disciplines des SHS. Et c'est tout à son honneur
rendre hommage à ça, au moins. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir, disons, changer, adapter mon texte initial disons, à la ligne directrice de l'ouvrage sur l'injustice. C'était pas l'intention, étant donné que je devais fournir ça à la division recherche de l'AFD à Paris, et ils ont été agréablement surpris par le résultat, par la finesse, par la tournure un peu de l'article, qui a été fortement influencé par la thématique de l'ouvrage. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai aimé signaler. Je vais répondre à 3-4 questions rapidement, et puis lire quelque chose pour répondre à une 5e. Le rapport à l'État, la différence intergénérationnelle et territoriale. Oui, cela se voit, transparaît dans la contestation de la légitimité de l'État, cette différence intergénérationnelle et territoriale. Parce que l'injustice ici, dans le cas de ces régions-là, elle est héritée. Elle n'est pas acquise. Comme dans des quartiers populaires, comme des sous-groupes vulnérables que la Révolution a permis d'ouvrir des fenêtres de contestation nouvelles. Il s'agit ici de générations subissant l'injustice et s'acclimatant avec elle, et à un certain moment voulant trancher avec leurs aînés, par de nouveaux rapports, par de nouvelles réactions, pas forcément violentes, mais plutôt à travers ce que j'ai essayé de démontrer, une certaine distanciation, prise de distance par rapport à l'État. Et surtout, prise de distance au mythe de l'État sauveur. Oui, parce qu'il y a une prise de conscience. Après, disons, 80, on est à 40 ans du lancement du plan d'ajustement structurel, quand même. Et il y a eu une accumulation, il y a eu une prise de conscience qu'on n'a pas vue après la Révolution, en entendant des discours de « venez nous créer des usines ». L'État doit créer des usines. Mais au bout de 10 ans, le discours a évolué. L'ouverture, et ça c'est un peu la pierre angulaire du changement de perception des jeunes vis-à-vis de l'État, c'est de faire la différence entre politique et politique publique. C'est un point qui m'a semblé crucial et qui marque un changement radical vers le fait, une prise de conscience que l'État, il est faillible, il n'est pas infaillible, contrairement à leurs aînés. Et c'est là où la distanciation a commencé. C'est là où la prise de distance qui a pris énormément, enfin, qui a pris de multiples facettes. L'une des facettes est l'entrepreneuriat indépendant. L'autre facette est la contrebande dans mes territoires. Une troisième facette est la migration, légale ou illégale, sachant que l'État est faillible finalement en fin de compte, et on n'est pas obligé de prendre le même chemin de soumission que nos aïeux. Voilà. Ça, c'était pour répondre au rapport à l'État. La géographie du mépris versus territoire de l'injustice. Pas versus, moi oui, moi j'écris toujours comme ça pour essayer de... En fait, il y a une certaine complémentarité par rapport aux deux. Parce que dans mon cas, il y a une géographie du mépris. Le jeune Doubien, il se sent méprisé à cause de son appartenance territoriale, à cause des historicités liées disons, à sa position, aux idées véhiculées, aux traditions orales. Mais la sagesse populaire, c'est ça. Ayant laissé passer la colonisation française, toute cette sagesse populaire qui est discriminante par rapport à eux, elle porte le sceau du territoire, paradoxalement. Et donc il y a une géographie du mépris. Alors, au même titre qui crée en fait ces territoires de l'injustice, qui contribue à créer, entre d'autres facteurs, à créer ces territoires de l'injustice, mais le poids de l'histoire il est là.
Décentralisation, dont j'en parle dans cet ouvrage, le titre porte « Regard décentralisé des jeunes », c'est-à-dire qu'on a forcé à regarder ailleurs. Parce qu'un de nos inspirateurs dans l'école de géographie tunisienne, c'est Pierre Signol, il parle de Tunis, capitale et État-région. Et donc, pour souligner un peu le centralisme de la structure jacobine de l'État tunisien, tiens, Mohamed Kerr aurait adoré être là pour participer à ce débat. Et donc, ces jeunes détournent ce regard de Tunis et de l'État central. Et la décentralisation greffée par les modèles de gouvernance véhiculés par l'étranger, par l'aide publique au développement, par la coopération internationale post-2011, par la démocratisation, par la transition démocratique, disons qu'elle n'a pas pris le même cheminement que la périphérisation de l'État, tel que le pense le pouvoir algérien, en disons, déléguant une partie de ses compétences techniques. Alors qu'en Tunisie, on a lancé un processus qui est maintenant définitivement enterré et clos, de décentralisation politique, qui est radicalement différent et qui est la marque un peu de fabrique des régimes néolibéraux, mais aussi démocratiques. Donc on est dans deux modèles diamétralement opposés, et d'où le résultat qu'on a obtenu, c'est-à-dire c'est un retour giron du poids de l'architecture de l'État, tel qu'il a été conçu dès le départ. Dernier point, les jeunes ressentent plus que les adultes les discriminations personnelles. Oui et non. Oui, dans mon cas, je serais forcé de dire oui et non, parce que y a toujours cette marque territoriale. Il y a toujours cette... on n'est pas à Tunis. Et donc, ils vivent leur appartenance régionale comme un fardeau, et cette appartenance territoriale est aussi la marque de fabrique d'une injustice sociale. Ça se confond dans ces territoires assez particuliers. Alors, on ne pourra pas généraliser. Et finalement, je vais clore sur le genre. Et tiens, on dirait Lucchini. Je vais lire. Ouais, Lucchini, il fait toujours ça. À la fin de ces trucs, il prend un truc, il commence à lire. Vas-y, ouais. Très bien. C'est tiré de la conclusion. Je me dis la page. C'est à la page 150. Alors, il existe cette distanciation dont j'ai parlé peut s'incarner dans le choix de l'entrepreneuriat ou celui de l'immigration interrégionale ou internationale. Afin d'accéder à un emploi ou à une formation supérieure, il existe néanmoins une troisième voie choisie par les hommes et imposée aux femmes rurales, l'invisibilisation et l'informalité. En effet, si la contrebande et l'immigration clandestine sont pour les hommes une opportunité et leur permettent de porter leur regard vers l'Algérie et la Libye voisine, ou encore vers l'Europe, il n'est pas de même pour les femmes privées par le mariage ou le travail agricole précaire de toute possibilité d'émancipation et d'existence aux yeux de l'État. Ne pas dépendre de celui-ci, c'est aussi se démarquer des aînés qui se sont résolus à vivre dans les no man's land du développement, marqués par l'informalité des rapports avec le régime autoritaire d'avant 2011, où l'on négocie encore sa survie. Mais c'est à creuser, Ça a été creusé. Ça a été creusé dans l'article, mais c'est-à-dire que c'est le terrain qui parle. C'est-à-dire, pour répondre un peu, mais c'est une réponse d'un confrère d'une autre discipline. La géographie ne peut pas se cantonner au genre parce que, en fait, c'est le terrain qui parle à travers nos doigts et nos paroles. Ça se discute. Oui, c'est notre débat. C'est juste une paire de lunettes. Ouais. Oui, exactement. Ouais. Je ne sais pas si c'est la discipline, enfin pardon de répondre, mais c'est juste c'est peut-être aussi les données auxquelles toi tu as eu accès en tant qu'homme sur le terrain, ceux que tu regardais qui peut-être t'orientaient moins vers des questions de rapport de genre, mais je ne suis pas sûre que ce soit la discipline. Mais sinon, l'article est profond, hein, vraiment. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Enfin, la comparaison entre les trois régions étudiées, Smith, Benirdesh et Aïdra. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, voilà.
Juste une petite remarque. Il y a un seul article peut-être qui n'a pas été presque cité. Ah, tu as tout cité. Ricope. C'est Ricope, voilà. J'ai voulu lui poser une question, mais comme il n'est pas là, d'ailleurs, parmi les points à discuter. Ce qui est intéressant, c'est que l'article de Ricope est un article, on va dire, écrit par un politiste, mais un article d'historien. Voilà. C'est un article qui parle du conflit entre wakil et avocat dans la Tunisie coloniale, et c'est extraordinaire parce que c'est très très bien documenté sur la naissance la professionnalisation de la corporation des wakils qui essaye de se saisir du discours colonial sur l'égalité pour engager une action exactement contre cette inégalité qui fait d'eux uniquement des délégués auprès des tribunaux indigènes, etc. Et c'est un texte qui est fabuleux, un très très beau texte. Voilà. D'ailleurs, en termes d'injustice, il parle de revendication d'égalité juridique, dénonciation d'une inégalité juridique. Donc là aussi, c'est un article qui dit beaucoup de choses sur une période, et sur une catégorie, c'est un corps de métier. Mais moi, j'ai pas... Moi, je voulais juste considérer qu'il n'a pas été cité peut-être. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou... Non. Ça va manquer ça. Pardon. Ça va manquer ça. Voilà, ça va ajouter, oui, tu avais raison de le dire. Ouais. Mais tu reviens. Très bien, alors on va passer aux questions si vous en avez. Les questions sont ouvertes aux auteurs ou à la discutante, ou peut-être même répondre à certaines questions qui ont été posées si ça vous évoque des remarques par rapport à vos propres travaux, à vos recherches, à vos lectures. Alors là... Moi j'ai une question. C'était sur le délitement du parc national donc, qui traverse tout votre ouvrage. Une autre perspective, je me demandais si en fait, par-delà le voice, donc la manifestation de la protestation en raison du sentiment d'injustice, il n'y avait pas aussi un exit qui serait notamment celui de religieux radicaux, et en fait qui consisterait en l'inauguration d'un nouveau paradigme où l'attribution, la valeur, la justice en fait serait déterminée par autre chose que l'État, par Dieu par exemple, et du coup on serait libéré de cette espèce de frustration de consentir à des efforts qui sont jamais récompensés à leur juste mesure. Genre j'ai un diplôme, il ne sert à rien sur le marché de l'emploi parce qu'il faut du capital social. Or, quand je fais la prière, je suis toujours sûr d'être récompensé de ma juste valeur parce que Dieu me rétribue. Et donc ce serait pas une critique de l'État, mais juste des gens qui s'excluent de l'État et qui inaugurent de nouveaux principes de justice, qui répondent à de nouveaux principes de justice, voilà, qui sont notamment religieux. Je ne sais pas si j'ai été clair. Non, c'est clair. Sauf que, c'est-à-dire moi dans mon enquête, j'ai pas rencontré ça, mais peut-être, moi je crois que c'est possible. Sauf que généralement les gens, quand ils, prennent leur distance par rapport à l'État positif, à l'État moderne, ils adhèrent aussi à l'image de notre État, je veux dire, qui permet exactement, qui promet une justice autre, une autre manière de rendre justice aux humains. Le califat, etc. C'est-à-dire, il n'y a pas que la prière qui règle ça, je veux dire, généralement dans les groupes religieux. Il y a aussi une autre vision du politique qui est mise en avant, pas uniquement le retrait par rapport au politique, dans son ensemble. Voilà. C'est à peu près ça. Mais sinon, moi, je n'ai pas rencontré ça dans l'enquête, et je ne vois pas des éléments qui parlent de ça aussi dans les... Et dans d'autres enquêtes, je peux répondre sur ça par une anecdote de terrain. Au sud de Gasserine, il y a un village juste à la frontière avec l'Algérie qui s'appelle Boudaries, et les jeunes essayent de réinvestir l'absence de l'État. Enfin, les jeunes contrebandiers essayent de s'acheter un statut social local en investissant dans des commerces, dans des services, mais aussi dans des mosquées. Et quand je posais la question pourquoi une mosquée, pourquoi pas une école, un terrain de foot ou un espace public, ils me disent non, ça c'est l'État. Ce n'est pas à nous de nous substituer à l'État. Par contre, une mosquée, oui, parce que ça permet d'acquérir une certaine notoriété localement, d'accéder à un statut, à un rang,
et dans l'imaginaire un peu de ces populations, de s'acheter une place au paradis aussi. Donc, mais ça reste des anecdotes de terrain. Oui, mais il n'y a que ça. Ah, mais le terrain, c'est des anecdotes aussi. Alors, dans cette approche pragmatiste, comme elle a été avancée, c'est une réflexion, alors, il est clair, j'ai l'impression que, et ça a toute sa valeur, que partant de justice et injustice, on est dans une valeur, et que dans cette approche, elle est abordée en termes de concept, lié aussi à un autre concept qui est celui de l'État. Tout semble être analysé dans ce rapport et resitué par rapport à ces deux conceptions. On en arrive à un moment donné sur les jeunes, alors que quand même cette valeur, elle n'est pas, à mon sens, dans une approche aussi pragmatiste. La valeur est aussi cette boussole interne qui organise nos rapports, qui structure en fait nos choix dans quelque chose qui élimine la frustration des formations professionnelles et donc nous protège quelque part de ce qui serait porteur d'injustice ou de mal. Et quand on en vient aux jeunes, donc vous révélez cet aspect d'être un peu sur plus de la justice ou injustice quand elle est vécue dans leur propre corps. Et en réalité, dans cette approche-là, c'est-à-dire se pencher sur la justice comme un aspect qui organise aussi le monde des sujets, pas uniquement dans leur rapport à l'État, aussi donc dans ce qui les éloigne de l'État, et ça s'exprime clairement donc avec les jeunes, qui sont à la fois de par leur développement dans quelque chose qui est un peu individualiste ou narcissique entre guillemets, donc qui renvoie plus à un intérêt porté sur eux-mêmes, et là on voit que cette valeur-là s'organise davantage dans un monde qui est le leur et pas en lien avec donc nécessairement l'État. L'inscription de la contre-valeur qui est l'injustice aussi, et qui organise dans cette époque-là donc la valeur d'organisation et de structuration de leur propre monde, et qui, avec cet état comme il est perçu par les adultes, peut-être les instaure dans un nouveau rapport. L'injustice comme une contre-valeur, mais qui organise aussi et valoriser la contrebande, valoriser le vol. Donc ce rapport, en fait, plus pragmatiste et beaucoup plus opérationnel, on va dire, de la valeur, est-ce qu'il apparaît, voilà. Et la question de la mémoire. Il est apparu ce concept quand Cyril en parlait, et en réalité la mémoire est aussi autre chose. La question de Jeanne Touba n'est pas uniquement une question d'État, et aussi quelque chose de mémoire, et qui organise, structure davantage, même si les rapports avec l'État peuvent changer sur une région qui est de Jeanne Touba. Et là, on garde quelque chose de rapport de l'État, mais peut-être qui n'est pas de la réalité aussi. Mais alors, la mémoire collective et la mémoire qui construit les individus dans leur rapport aux valeurs, et peut-être cette dimension qui moi m'intéresse. Il y a des concepts qui ont été avancés, et le débat tournait en bon sociologue, voilà, sur l'État, le rapport à l'État. Et voilà, je crois qu'il y a aussi des choses qui se révéleraient par rapport à cette conjoncture et ce contexte dans un rapport, je dirais pas individuel, mais aussi subjectif. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Olivier. Enfin, moi, je pense que cette question, cette centralité du rapport à l'État, et peut-être a été imposée, ça a été un billet, je dirais, du programme de recherche, qui lui-même le produit de 2011. C'est-à-dire, notre question au départ, c'était dans quelle mesure une certaine perception d'injustice délégitimerait, je dirais, l'État, les institutions, etc.
fait, ça c'était le point de départ. Mais les enquêtes après ont montré d'autres choses. Enfin, c'est-à-dire cette question, bien sûr, du rapport à l'État, d'un État censé être juste, d'un modèle de justice sociale est restée importante, centrale, mais les enquêtes ont montré d'autres choses sur le vécu de l'injustice, sur ce que j'appelais tout à l'heure, c'est-à-dire la micro-justice, c'est-à-dire la justice telle qu'elle est perçue et vécue dans des situations proches, dans la vie quotidienne, dans les rapports autrui au quotidien, etc. Et par rapport à ça, je crois qu'il y a des éléments très très intéressants qui sont apparus. Moi, par exemple, au moins dans l'enquête qu'on a faite, il est apparu que lorsqu'on pose la question aux gens sur les inégalités, il ne vient pas dans leur tête l'image d'une société à classe, etc., une sorte de qualité sociale, pas du tout. Ce qui vient en premier lieu dans leur esprit, c'est plutôt le rapport à autrui, le rapport de domination dans l'interaction au quotidien avec quelqu'un. Ce qui apparaît, c'est exactement, je dirais, l'injustice sur le plan intersubjectif. La symétrie vécue, voilà, au quotidien, voilà, dans sa chair, dans le rapport aux autres au quotidien. Et ça, c'est étonnant. C'est-à-dire que construit une mémoire, en fait, de l'injustice. À part la question de la mémoire, je veux dire, parce que les gens sont beaucoup plus sensibles à cette question de la visibilité. Par exemple, il y a énormément de choses sur ça. Et ça, la question de la visibilité, c'est une question qui apparaît non pas uniquement comme invisibilité par rapport au radar, je dirais, de l'État, par rapport aux politiques publiques, c'est une invisibilité qui est surtout exprimée dans le rapport aux autres, dans la vie quotidienne. Le fait que quelqu'un, par exemple, passe avec une voiture chic et vous éclabousse, voilà, c'est vécu comme étant un scandale insupportable. Voilà. Il y a plein de petits exemples de cet ordre qui montrent que le fait qu'on soit pas visible aux yeux des autres, aux yeux d'autres personnes, mon cher et autres pour nous, c'est quelque chose d'insupportable. Ce qui fait, je crois que tu as tout à fait raison de souligner cette dimension. Alors juste pour parler de mémoire, je crois qu'il y a pas mal de textes. De toute façon, Malouane vient de le dire maintenant par rapport à la dimension intergénérationnelle, c'est-à-dire il y a le souvenir de la génération d'avant aussi. Et il y a ce sentiment qu'on est héritier, je dirais, d'une injustice, qu'on ne fait que vivre ce que nos ancêtres ont vécu, qui apparaît, mais cela apparaît aussi dans d'autres travaux. Par exemple, c'est un peu ce que dit Tiba Hajmous pour le Sud algérien aussi. Il y a le sentiment chez les gens du Sud qui sont colonisés, mais par les Algériens. Par les Algérois presque, si je veux dire, etc. Il y a cette... Et le thème de la colonisation intérieure est un thème qui apparaît aussi dans les enquêtes de manière régulière. Ibou le dit dans ses travaux, je crois Hamza Meddeb le dit aussi. Toutes les enquêtes font ressortir ce thème, ce schème qui apparaît de manière récurrente. Moi, je voudrais rebondir sur la première question par rapport à l'aspect religieux, la dimension religieuse, par rapport à l'injustice, justement. Tout à l'heure, M. Mediti a évoqué la façon dont les plus âgés prennent l'injustice d'une façon fataliste. Il explique plutôt... C'est une hypothèse, hein, c'est pas... Oui, ça peut être par rapport justement à un certain vécu par rapport à la région, par rapport à la religion, que les jeunes ne s'inscrivent pas forcément dans cette logique-là. Donc les plus âgés sont plus dans cette logique-là. Et la deuxième question, c'est en fait ces questions par rapport aux données que vous avez recueillies sur le terrain. Est-ce qu'à un certain moment, il y a cette dimension de l'injustice, pas par rapport à l'État, dans le sens État national et local, mais plutôt dans le contexte géopolitique mondial, parce qu'aujourd'hui les étudiants parlent de plus en plus d'injustice par rapport à eux comme jeunes, comme citoyens du monde, face au refus de visa, face aux frontières fermées, face à ce monde cloisonné. C'est-à-dire, ils disent, nous sentons en fait en quelque sorte que nous vivons dans un pays, c'est à l'image d'une grande prison à ciel ouvert. On a un passeport qui n'amène nulle part, hein, et en quelque sorte c'est une injustice qui vivent les jeunes tunisiens par rapport aux autres jeunes français, européens, occidentaux. Et ça, j'ai l'impression, en ayant un rapport quotidien avec mes étudiants, que c'est plutôt cette injustice-là qu'ils revendiquent. Surtout une catégorie de jeunes qui sont de plus en plus diplômés, qui sont de plus en plus, qui ont un certain niveau universitaire et qui se trouvent
comme ça, exactement, face à des obstacles. Est-ce que ce sentiment d'injustice, vous l'avez retrouvé sur le terrain? Les géographies de... oui, sur l'enquête, on parle du livre, on parle de l'enquête. Dans l'enquête, on n'a pas trouvé ça, c'est-à-dire il se peut qu'il y ait eu des choses un peu, mais tout à fait résiduelles sur cette dimension-là, pour la simple raison que nous avons en enquête, on a fait le choix, aussi ça c'est un choix, toute enquête suppose des choix, on a fait le choix de travailler sur les milieux populaires et sur les jeunes des quartiers populaires. On n'a pas travaillé surtout sur des jeunes qui n'ont pas de capital, je dirais, scolaire ou de capital social qui leur permet de revendiquer cette mobilité, à pouvoir... Dans ce cas-là, on pourrait voir d'autres formes d'injustice sociale. Mais sur d'autres, on trouve ça dans d'autres travaux. Je pense par exemple à un bureau que j'ai coordonné moi il y a 3-4 années sur l'économie morale aussi, la Ligue du Maghreb. Il y a un article d'un Suisse qui a travaillé sur l'immigration clandestine en Tunisie qui s'appelle Simon Monstrangelo. Il montre très bien ce sentiment d'injustice par rapport à ça. Enfin, surtout des rapatriés, des gens qu'on va reconduire à la frontière et qui ont parfois passé, on ne parle pas là de personnes qui rêvent de partir, mais on parle de personnes qui sont parties, ils ont vécu 10 ans, ils ont construit une partie de leur vie là-bas, et ils se sentent plus Suisses que les Suisses, ou presque, d'accord, et qu'on va chasser à l'extérieur. Et alors, il analyse très bien le sentiment qu'ils ont d'être vraiment privés, je dirais, d'une facette de leur identité, parce qu'ils se sentent presque comme des nationaux, je veux dire, dans ce territoire. D'ailleurs, justement, pour en fait faire une articulation entre la question de monsieur et ce sentiment, il y a parfois des statuts sur Facebook qui circulent, et ça m'interpelle, l'humour qui sort sur Facebook, surtout en temps de crise. Par exemple, genre, le jour du jugement dernier, il suffit de dire que je suis tunisien, on passe directement au paradis. Parce que déjà, on est passé par l'enfer. C'est exactement, c'est une façon c'est une façon de formuler cette injustice qui pourrait, c'est-à-dire, je sais pas, être traduit dans un contexte religieux, et qui passe par l'humour. Ouais. Je peux répondre à ça parce qu'une partie de mon enquête, elle est sur l'immigration et les facteurs, aller au-delà des facteurs classiques push-pull de la littérature scientifique et géographique sur la migration. Et un des moteurs de cette migration des jeunes est la mémoire collective de la spoliation. Je vais essayer de rejoindre les deux. Exactement. Voilà. Cette mémoire, elle est encore vivace, et cette spoliation, elle prend des dimensions vis-à-vis de l'État, mais aussi vis-à-vis d'eux, des chances qu'eux ont pour s'émanciper par rapport à d'autres qui habitent dans d'autres régions, qui sont issus de milieux différents d'eux, qui ont supposément reçu la même éducation standardisée alors qu'il n'est pas le cas. On le sait bien, mais sous cette chape, ça crée cette tension territoriale. Voilà, elle est là, et, mais aussi, elle crée aussi ce sentiment d'appartenir, d'être des ruraux par rapport aux urbains. Même si on habite une grande ville, comme Jandouba, qui est une ville de 250 000 habitants, on reste des ruraux. Et la migration... Sans parler de la question baldi, ça c'est une autre forme d'injustice sociale. C'est un peu... on est, disons, la génération que je visais par mon enquête, elle n'est pas encore au fait de ces réalités-là, mais elle le sera. Mais elle n'est pas encore... La tranche, je disais, qui était des 18-30 ans, elle n'est pas encore... mais ce que j'essayais de vous dire, c'est que quand ils partent à l'étranger, ces jeunes-là, personne ne verra leur origine rurale. Ils seront tunisiens. Tout à fait. Ils ne seront plus des ruraux. Et ça, c'est aussi un des facteurs de mobilité que peut révéler. C'est un des attraits. Tout à fait, ici. Peut-être si je peux rajouter quelque chose sur cette histoire d'injustice au niveau global et international, que c'est peut-être quelque chose qui se dit et qui se pense depuis les 10 dernières années, plus que par le passé. Et ça fait le lien avec la mémoire de la spoliation aussi. J'entendais
Valentina Zagari à dire que il y a pour une certaine frange de jeunes gens qui veulent se rendre à l'étranger, qui ne disposent pas de visa, le sentiment très très fort d'injustice que la France, l'Europe en général, mais la France en particulier, a pris une partie des forces vives du pays et des générations précédentes depuis des années et des années et des années, et que quelque part, ils devraient rendre en laissant rentrer les gens. Enfin, elle le dit mieux que ça, mais qu'il y a une dette. Qui est une dette. Oui. Aujourd'hui, les jeunes les formulent le formulent très bien et clairement, pas que par rapport à la France. Non, par rapport à l'ouverture mondiale en général, mais bon, avec un interlocuteur privilégié quand même qui est la France. Ils pensent qu'en fait, la mondialisation, ils ne la vivent que d'un certain côté, des côtés de nouvelles technologies, de l'influence culturelle, les objets, mais pas c'est-à-dire géographiquement dans le sens, voilà. Bien sûr. Ouais. Oui, c'est une piste intéressante. Très bien. Est-ce que quelqu'un aurait encore une question ou une remarque? Oui, monsieur? Une question. D'abord, merci pour le livre que je n'ai pas eu le plaisir de lire encore, mais ça a l'air fascinant d'après la présentation et d'après vos deux présentations aussi. J'ai juste une question à poser à Ahmed. Pour le concept de pacte national, est-ce que selon toi c'est un concept qui serait cohérent ou bien qui ne rentrerait pas en contradiction avec cette idée d'invisibilité? Est-ce que le pacte national n'est pas par définition quelque chose qui invisibilise dans toute l'histoire et nationale et mondiale? C'est quelque chose qui est par définition invisibilisant. Du coup, est-ce que ce serait quelque chose de positif à chercher ou bien c'est plutôt quelque chose à déconstruire? Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. Merci Mota. Eh bien, très bien, je propose de lever la séance et je vous remercie beaucoup pour la richesse des échanges. Merci. Merci.